de publicité et communiqués de presse, poussant les enfants à faire leurs devoirs. Elle sera dans la cuisine, préparant le dîner, sa chevelure au beurre tombant sur son visage tandis qu'elle coupera et tranchera efficacement. Un plat simple, des pâtes ou du poisson frit. Il n'accorde ni l'un ni l'autre une grande importance aux tâches ménagères quotidiennes. Daniel n'est que momentanément enhardi par cette perspective. En traversant le parking, il éprouve les premiers signes d'appréhension à propos du trajet du retour. L'ancien sanatorium n'est pas facilement accessible, même par beau temps, du fait de sa position isolée, très haut en montagne. C'était un choix délibéré, de façon que les patients souffrant de tuberculose profitent d'un air pur, loin de la pollution des villes et de leur foule grouillante. La conséquence directe est que la route qui y mène est cauchemardesque, constituée d'une série de virages en épingle à cheveux à travers une forêt de sapins très dense. Le matin même, la chaussée était à peine visible. Des flocons s'abattaient sur le pare-brise tels des fléchettes, empêchant d'y voir à plus de quelques mètres. À 2 pas de sa voiture, il remarque quelque chose. Un morceau de carton en lambeaux à demi couvert de neige. Et dessus, une inscription grossièrement griffonnée en caractères rouges. Non aux travaux. Daniel le piétine d'un geste rageur. Les manifestants sont venus la semaine précédente. Ils étaient plus de 50, hurlant des insultes et agitant leurs pancartes criardes sous son nez. Ils ont filmé avec leur téléphone et posté de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Ces envahisseurs ne représentent qu'une des interminables batailles qu'il a fallu remporter pour mener ce projet à bien. Les gens réclament du progrès, et les francs suisses des touristes qui vont avec, mais rechignent dès qu'il est question d'agir, de bâtir, de rénover. Et Daniel sait pourquoi. Les gens n'aiment pas les vainqueurs. C'est précisément ce que son père lui a dit un jour, et telle est la vérité. Pourtant, les locaux étaient fiers de lui au début, approuvant ses modestes succès, comme le centre commercial de Sion ou les immeubles bâtis à Sierre, avec vue sur le Rhône. Mais par la suite, il en a trop fait. Il a connu trop de réussite, et sa personnalité était trop forte. Daniel a le sentiment que la population juge qu'il a eu sa part du gâteau, qu'en en voulant davantage, il se montre trop gourmand. À seulement 33 ans, il dirige un cabinet d'architecture en plein essor, avec des agences à Sion, à Lausanne et à Genève, et une 4e qu'il envisage d'ouvrir à Zurich. Il en va de même pour Lucas, le promoteur immobilier à l'origine du projet, un de ses meilleurs amis, qui, à 35 ans, est déjà propriétaire de 3 hôtels de luxe. Les gens leur en veulent à tous les deux pour leur succès. Ce projet a provoqué le coup de grâce. Ils ont eu droit à la totale. Trolls sur Internet, emails agressifs, courriers reçus au bureau, contestations. Ils s'en sont d'abord pris à Daniel, répandant sur les blogs locaux et les réseaux sociaux des rumeurs selon lesquelles ses affaires périclitaient. Puis ils ont attaqué Lucas, colportant des ragots similaires et faciles à nier. Cependant, un de ces commérages est resté ancré dans l'imaginaire collectif, et cela trouble Daniel plus qu'il ne veut bien le reconnaître. Les questions de pots de vin, de corruption. Daniel a essayé d'en discuter avec Lucas, qui n'a pas voulu en entendre parler. Ce problème l'irrite aussi sûrement qu'une démangeaison persistante, à l'image de tant d'autres obstacles relatifs au projet. Mais il s'efforce de le chasser de ses pensées. Il doit l'ignorer. Cet hôtel renforcera sa réputation. Le dynamisme de Lucas et son obsession du détail ont incité Daniel à imaginer un design aussi spectaculaire qu'ambitieux pour ce bâtiment, un rêve qu'il n'avait jusque-là pas cru envisageable. Parvenu à sa voiture, il constate que le pare-brise est couvert d'une épaisse couche de neige contre laquelle les essuie-glaces seront impuissants. Il devra la dégager à la raclette. Au moment où il plonge la main dans sa poche pour en extirper ses clés, il remarque quelque chose. Un bracelet a été oublié là, à côté d'un pneu avant du véhicule. Il s'accroupit et le ramasse. Assez fin, il semble fait de cuivre. Daniel le retourne dans sa main et remarque des chiffres gravés à l'intérieur. Une date, peut-être. Son propriétaire est forcément monté ici aujourd'hui, sinon l'objet serait noyé sous la neige. Mais que fichait cette personne si près de sa voiture? Des images des manifestants enragés de la semaine précédente lui reviennent à l'esprit. Serait-ce l'un d'eux? Daniel s'impose une profonde inspiration, puis il glisse le bracelet dans sa poche. Sur le point d'ouvrir le coffre, il perçoit dans sa vision périphérique un mouvement.